On a une soirée en deux temps avec d'abord une présentation de l'OPOPA, puisque c'est le nouvel acronyme que vous allez devoir connaître, donc l'Observatoire pollueur-payeur, puis un débat autour de cette question inspirée de Michel Rocard. Est-ce que pollution, est-ce que payer, c'est tromper? Voilà, je vais vous demander de réserver un accueil on ne peut plus chaleureux à Madame Flore Berlingen, fondatrice. Tu viens de saisir que ça venait de là, en fait, le titre de la conférence? Ah, quand même. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est le projet qu'elle porte depuis des mois, donc faites-lui un accueil de rockstar pour qu'elle vous présente ça au mieux. Merci beaucoup Vincent. Non, j'étais plutôt en train de me demander comment j'allais réussir à caser autant de blagues que toi dans mon introduction. En fait, je vais même pas essayer, je crois. Voilà. Merci beaucoup à tous et toutes d'être là. Merci à Vincent qui va faire l'animation de cette soirée. Merci beaucoup à l'Académie du Climat aussi qui nous accueille ce soir et qui nous permet de bénéficier d'une captation aussi qui permettra aux personnes intéressées qui ne pouvaient pas être là ce soir de pouvoir revisionner cette soirée. Et donc je vais, avant de laisser la place au débat qui donc réunira Jean-Baptiste Fressoz, Mathilde Dupré, Alexandre Poidat et moi-même tout à l'heure, je vais vous dire quelques mots sur le projet de l'Observatoire du principe pollueur-payeur. Et je vais commencer évidemment par revenir sur cette formule pollueur-payeur. Hyper efficace, un slogan plutôt peut-être qu'un principe juridique ou économique. Cette formule, d'où vient-elle? Comment s'est-elle construite? Alors, ce sera aussi le travail de l'Observatoire d'approfondir tout ça, mais je vais en faire une première présentation rapide ce soir pour introduire le sujet. Alors, quand on évoque cette formule pollueur-payeur, en général, ça amène des images chez les personnes avec qui on échange. Je voudrais juste voir si ce sont les mêmes images qui vous viennent à l'esprit ce soir. Est-ce que vous avez une situation qui vous vient à l'esprit quand on vous dit pollueur-payeur? Une image, une situation de pollution, peut-être? L'Erika? Bingo. Peut-être d'autres? McDo, AZF, ok. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint effectivement, tu vois, j'avais pas prévu que ça vienne en premier, mais cela dit, cette photo-là, ça doit être la Moco Cadiz, pas l'Erika. Mais bref, marée noire, ça c'est une image qui revient souvent. Dépôts sauvages, incivilité. Là, on se dit il faut mettre en place le principe pollueur-payeur pour régler ce genre de problème. Ou encore, accident industriel. Alors, c'est pas AZF, c'est Lubrizol, parce que je viens de Rouen. Voilà. Mais voilà, face à des situations de pollution comme ça, c'est vrai que le principe pollueur-payeur, ça sonne comme une évidence. Et moi, le travail que j'ai fait dans le cadre de la préparation du livre Permis de nuire, et puis depuis un an sur la création de cet observatoire, me laisse penser que, en fait, le principe pollueur est tout sauf une évidence, dans le sens où, on va le voir, il présente de nombreux enjeux d'application, mais aussi, finalement, ses fondements théoriques peuvent être questionnés. Et on va revenir un instant sur ces fondements. Alors, le principe pollueur-payeur, il marche sur deux jambes d'une certaine manière. C'est à la fois un principe juridique et quelque chose qui découle d'une théorie économique. Les prémices du principe pollueur-payeur, on les observe dès le 19e siècle, et Jean-Baptiste reviendra sans doute là-dessus tout à l'heure, donc je ne vais pas détailler pour l'instant. Tout au long du 19e siècle, en France notamment, avec des évolutions juridiques, des évolutions économiques, une industrialisation qui vont amener des changements qui nous amènent tout doucement sur la piste du principe pollueur-payeur. Moi, je vais aller directement au début du XXe siècle avec les travaux d'un économiste auquel on rattache souvent le principe pollueur-payeur, Arthur Cécile Pigou, un économiste néoclassique, disciple de Marshall. Et c'est lui qui théorise, qui décrit le phénomène des externalités, des activités économiques, dont des effets
pas désiré, éventuellement même indésirable, de certaines activités économiques sur d'autres acteurs économiques, d'autres agents économiques. Il ne réfléchit pas spécialement à la question environnementale. Ça peut être tout type d'externalités sociales, sanitaires, etc. En tout cas, pour lui, ce sont des effets qui ne sont pas pris en compte par le marché et qu'il faut donc corriger. Et lui, pour corriger cela, pour internaliser les externalités, il propose le mécanisme d'une taxe. Donc on parle parfois de taxe pigouvienne en référence à sa proposition. Donc c'est la première formalisation théorique du principe pollueur-payeur, d'une certaine manière, l'internalisation des externalités, même si on n'utilise pas encore du tout la formule pollueur-payeur à l'époque. La formule pollueur-payeur, elle arrive bien plus tard, dans les années 70, et notamment au travers des travaux de l'OCDE, qui va être un promoteur très actif de ce principe. Donc après Arthur Cecil Pigou, dans les années 20, d'autres économistes, tout au long du XXe siècle, vont s'intéresser à cette question de l'internalisation des externalités et proposer d'autres mécanismes pour réaliser cette internalisation. Donc des mécanismes de marché notamment, avec Ronald Coase aux États-Unis dans l'après-guerre, dans les années 60-70, et puis d'autres à la suite. Tout cela aboutit à ce que, progressivement, ces mécanismes, qu'on peut aussi qualifier d'instruments économiques, deviennent assez incontournables dans les politiques environnementales et soient peu à peu traduits dans le droit environnemental européen et le droit français également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que le principe pollueur-payeur, c'est vraiment une des pierres angulaires des politiques environnementales. Et c'est peut-être à ce titre qu'il faut le regarder de plus près, le questionner, etc. Peut-être pour clarifier encore un petit peu le périmètre, qui va être le périmètre de travail de l'Observatoire du principe pollueur-payeur, balayer quelques-uns de ces mécanismes, quelques-uns de ces instruments économiques. Le principe pollueur-payeur, finalement, il inspire toute la fiscalité environnementale, qui peut prendre des formes très variées, comme vous le savez. Il inspire les mécanismes de compensation. Il inspire les systèmes de quotas, d'échange de quotas. Il inspire les filières de responsabilité élargie du producteur, qu'on connaît particulièrement bien en France parce qu'on en a beaucoup développé et on est un petit peu la vitrine de ce mécanisme à l'échelle européenne et même internationale. Il inspire aussi des systèmes de redevances, donc, par exemple pour la question de l'eau. Les points communs qu'on peut déjà identifier parmi tous ces mécanismes, c'est souvent une logique transactionnelle et puis un principe de mesure et de monétisation qui est la base de leur mise en place, de leur application, qui peut être aussi une de leurs faiblesses sur le plan méthodologique. Autre point commun, ce sont sans doute leurs objectifs. Et les mécanismes inspirés du principe pollueur-payeur, ils visent à deux choses. D'une part, à financer, à flécher de l'argent vers la réparation et la prévention des atteintes à l'environnement, mais aussi à orienter les comportements des acteurs via le signal prix. Donc, les orienter vers des comportements a priori plus vertueux. Donc, la question de l'efficacité du pollueur-payeur, à mon sens, elle doit s'apprécier en fonction de ces deux objectifs qu'il faut garder en tête. Pas seulement, évidemment, s'arrêter à la question de est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce que l'argent est bien là? Est-ce que les pollueurs payent réellement? Mais est-ce que ça fonctionne aussi du point de vue de l'orientation des comportements? Et ça nous amène tout doucement aux missions de l'Observatoire et à sa raison d'être. Donc, un observatoire, pourquoi? Eh bien, pour examiner l'efficacité du principe pollueur-payeur, ou plutôt des mécanismes inspirés du principe pollueur-payeur, analyser donc leur efficacité sous ces deux angles, l'orientation des comportements et la question du financement, et puis explorer aussi un certain nombre d'enjeux sociaux, démocratiques, qui sont liés à l'application du principe pollueur-payeur. Donc, la question de l'efficacité sur le plan environnemental, c'est par exemple se poser la question de savoir si le principe pollueur-payeur renforce le principe de prévention ou de précaution
en matière de politique environnementale, ou est-ce que dans certains cas, éventuellement, il l'affaiblit au contraire? Et puis se poser la question des enjeux, de son impact sur le plan social, c'est questionner les effets, ce qu'on appelle les effets distributifs de ces mécanismes, de ces instruments économiques. C'est sans doute une question sur laquelle on reviendra dans le débat, peut-être en particulier avec Alexandre d'Oxfam. Et puis enfin, quels sont les effets de l'application du principe pollueur-payeur sur le plan démocratique, sur le plan du débat public, du débat citoyen? Est-ce que la présence de ces instruments économiques, de ces mécanismes, ne vient pas parfois évacuer le débat public en proposant une logique transactionnelle, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va accélérer certains processus et peut-être au détriment de l'environnement. Donc voilà, toutes ces questions vont faire partie de la grille d'analyse de l'Observatoire du principe pollueur-payeur. Concrètement, quelles vont être les missions, les activités de cet observatoire? Alors, cet observatoire, il va enquêter au travers d'un travail de veille, au travers d'études, de rapports, de synthèses. Il va décrypter les enjeux que je viens d'évoquer et il va diffuser ce décryptage au travers de conférences, de formations, par exemple. Cet observatoire, il pourra aussi jouer un rôle de lanceur d'alerte en pointant d'éventuelles dérives qui passeraient encore un petit peu sous les radars. Et cet observatoire, il va évidemment aussi proposer des choses, donc soit liées à un mécanisme en particulier, soit des propositions transversales, voilà, pour peut-être articuler mieux les mécanismes inspirés du principe pollueur-payeur, les articuler mieux aux autres leviers de l'action publique environnementale. Donc une activité de plaidoyer, de campagne qui viendra sans doute dans un second temps, une fois que les missions régaliennes de l'Observatoire seront bien installées. Cet observatoire, il a vocation aussi à faire le lien, à servir de relais entre des problématiques qui sont peut-être plus discutées au niveau européen, international qu'en France. Donc à relayer des débats, des enjeux au niveau français et inversement, et à être un point de contact entre différents types de publics, des ONG, des activistes, des décideurs économiques ou politiques, des chercheurs du monde académique qui analysent déjà de manière très exhaustive ces mécanismes inspirés du principe pollueur-payeur, et puis évidemment le public citoyen. Donc c'est aussi une interface entre ces différentes catégories de public. Je vous présente rapidement les contributeurs actuels de l'Observatoire. Ce n'est que le début et vous êtes les bienvenus pour rejoindre toutes ces personnes. Donc au démarrage de l'Observatoire, il y a 4 personnes qui forment actuellement le conseil d'administration. Donc Delphine Lévy-Alvarez, Laura Genevois, Vincent Hédin ici présent et moi-même. Donc je les remercie particulièrement, même si Laura et Delphine vivent très loin d'ici et donc n'ont pas pu être présentes ce soir. Donc merci à leur soutien sur ce démarrage. Et puis l'Observatoire du principe pollueur-payeur, il va voir aussi sa stratégie nourrie par des contributions des membres du comité d'orientation de l'Observatoire, dont une bonne partie des membres sont là ce soir aussi et pourront échanger avec vous aussi durant l'apéro. Donc Lucie Pinson, César Dugas, Gabriel Malek, Clémence Boulanger, Adam Forail, Christophe Falliot, Sylvain Ly, Olivier Petitjean, Charlotte Solari, Juliette Franquet et Pierre Condamine. Voilà, c'est un rôle d'orientation stratégique, de contribution, soit en termes d'expertise ou d'expérience à la stratégie de l'Observatoire. À ces 2 premiers groupes
vont s'ajouter aussi des groupes de travail plus thématiques que vous êtes aussi invités à rejoindre si cela vous intéresse. Sachant que les 2 premiers chantiers de travail thématiques porteront probablement sur les filières REP d'une part et les mécanismes de compensation d'autre part. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près des forces en présence. Voilà. Je vous laisse la parole si vous avez quelques questions sur l'Observatoire. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que Vincent veut qu'on laisse la place au débat et aux échanges avec vous. Mais on a le temps pour 3-4 questions, si vous voulez, sur ce projet et sur son démarrage. Est-ce qu'il y a une équipe salariée ou... Alors, c'est un projet qui démarre. Donc, pour l'instant, les contributions sont bénévoles. Moi, j'y consacre une partie de mon temps financée par d'autres missions par ailleurs. L'idée durant l'année 2024, c'est d'aller chercher des financements, mais ça viendra une fois qu'on aura produit quelques publications et enfin, quelques productions. Voilà. Non, pas forcément. Dans les personnes qui composent le comité d'orientation, il n'y a pas que des chercheurs. C'est même plutôt des praticiens, je dirais, pour l'instant, même si je suis en contact aussi avec un certain nombre de chercheurs qui pourraient intégrer ce comité d'orientation dans un futur proche, pour créer ce lien justement entre le monde académique et le monde des ONG notamment, voilà, avec lesquels les échanges seraient assez fructueux, je pense. Alors, quel type de travaux l'Observatoire sera amené à réaliser, c'est ça? Quel type de travaux? Alors, des thèses, ça supposerait qu'on ait des chercheurs intégrés dans l'Observatoire. C'est pas prévu dans un premier temps. Ça pourrait être une piste dans un second temps, mais pour accueillir un chercheur qui fait une thèse en chiffres, il faut quand même déjà avoir une structure voilà, qui a un petit peu de bouteille, je pense. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt des publications non académiques, de type rapport, études, synthèse, livre blanc, voilà. Genre de publications que peuvent aussi produire des think tanks, même si pour l'instant on n'utilise pas ce terme. Enfin, l'observatoire est plutôt un observatoire qu'un think tank. Bon, après, la distinction entre les deux est peut-être pas, est assez floue. Un think tank va peut-être plutôt faire des propositions de politique publique. C'est sa vocation première. Et peut-être un petit peu moins une vocation exploratoire, encore que... Est-ce qu'il y a un représentant d'un think tank qui voudrait donner une définition précise? À la table ronde, je te rappelle, il y a une directrice voilà, de think tank. Voilà. Très bien. Est-ce que tu veux donner une définition de think tank? Non, mais officiellement, ça n'existe pas vraiment. Donc, c'est une association, en France, c'est une association en 1901 qui produit de l'expertise... et qui effectivement fait des formulations formule des recommandations de politique publique. Après, chacun se place sur le curseur, soit très en amont dans l'analyse et les recommandations, soit jusque très près des décideurs. C'est vraiment à l'appréciation de chaque structure. Donc on pourrait dire que l'OPOPA est un think tank de type observatoire. Oui. Effectivement, il faut le rappeler. Premier fait d'armes de cet observatoire. Effectivement, ça a été un événement à Bruxelles, donc ça illustre bien le lien qu'on veut créer entre l'échelle européenne et l'échelle française notamment. Alors, il y a... ce rôle de relais, il va pouvoir passer à la fois par des initiatives comme celle-là, événementielles autour d'un enjeu très spécifique. En l'occurrence, par rapport à cet événement du mois d'octobre, c'est le processus d'évaluation transversale du principe pollueur-payeur qui est actuellement réalisé par la Commission européenne. Donc c'est ponctuel, ça va s'arrêter, c'est limité dans le temps, on va dire. Cet événement faisait directement écho à ce processus de la Commission européenne, dont les résultats seront connus courant 2024. Mais sur le plus moyen-long terme,
disons, l'idée c'est de créer des liens avec notamment des ONG qui travaillent à l'échelle européenne ou internationale et qui vont être spécialistes ou expertes de l'un des mécanismes ou l'une des formes explorées par l'Observatoire. Je pense par exemple à Carbon Market Watch, qui est donc une structure qui travaille à l'échelle européenne, qui est extrêmement pointue sur le fonctionnement des marchés carbone, comme son nom l'indique, et dont les travaux pourraient être relayés par l'Observatoire à l'échelle française, par exemple. Voilà. Est-ce que je peux en poser une, moi? Bien sûr. Alors j'ai vu qu'il y allait avoir des prestations avec des études ou autres que vous allez vendre, mais est-ce que l'OPOPA sera éligible aux dons? Et s'il est éligible aux dons, est-ce qu'il acceptera tous les dons? Est-ce que le Kremlin et Monsanto pourront vous financer? Oui, l'Observatoire, il est d'ores et déjà éligible aux dons, et d'ailleurs certains l'ont déjà fait. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de donateur mystère, enfin de mécène mystérieux derrière cet observatoire. On n'a pas non plus prévu de faire de la certification de crédit carbone pour se financer. Hein. Ça aurait pu être une piste, mais non, a priori pas. Donc, après, les règles de financement, elles seront à préciser au sein du conseil d'administration dont tu fais partie, je crois. Donc, non, mais évidemment, elles incluront des garde-fous assez stricts pour garantir l'indépendance de cet observatoire. Est-ce qu'il en reste une avant de passer au débat? Oui. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé Alors, ce soir, c'est l'événement de lancement public. L'association a été créée cet été. Et comme on vient de l'évoquer, avec un premier événement organisé à Bruxelles en octobre. Donc tout ça est assez récent, et le démarrage complet de l'activité aura lieu en courant 2024, suivant les différents chantiers de travail. Je vais présenter les intervenants au fur et à mesure, mais juste pour que vous ayez des repères visuels: Oxfam, Veblen, CNRS et Floor Berlingen au POPA. On va donc essayer de répondre à cette question en laissant évidemment du temps pour les questions de la salle. Est-ce que, en matière de pollution, est-ce que payer c'est tromper? Flore a un peu divulgaché la première réponse, Jean-Baptiste, à savoir, est-ce que ça a existé de par le passé? Donc je peux tous vous tutoyer, ou il y a un inconvénient formel? Non, parfait. T'en parleras à ton agent, écoute, on discutera. Donc Jean-Baptiste, tu es historien des sciences, chercheur au CNRS. On trouve plusieurs de tes livres à la sortie, notamment Les Révoltes du ciel, qui revient effectivement sur le fait que, en fait, ça fait quand même un certain temps que certaines personnes auraient pu prédire le changement climatique, en tout cas avant les vœux du 1er janvier 2023. Et dans un livre de 2012 qui s'appelle, par un très joli oxymore, L'Apocalypse joyeuse, tu reviens effectivement sur cette histoire environnementale, et tu montres que dès le début du 19e siècle, en France, cette idée de faire polluer les payeurs, elle existe déjà, et de manière assez contre-intuitive, les entreprises, notamment les entreprises polluantes, pour employer une litote, ne vont pas s'y opposer. Est-ce que tu peux nous expliquer effectivement dans quel contexte ça s'est fait, et pourquoi est-ce qu'on en paye encore 2 siècles plus tard les pots cassés? Alors j'ai passé des années sur ce sujet, donc combien de temps tu me laisses en gros? 3 minutes? Allez, le double. Ah, je suis magnanime. Donc ça va. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la régulation de la pollution, dès qu'on produit, il y a de la pollution, et donc il y a eu des formes juridiques pour encadrer ces questions de pollution. Pendant longtemps, j'ai envie de dire, mettez-vous, je sais pas, au XVIIIe siècle, la façon dont ça se passait, c'était la police qui s'en occupait. À Paris, il y avait des policiers, des commissaires de police, qui régulaient à la fois, je dirais, tous les problèmes qu'il pouvait y avoir dans la ville et la pollution des artisans. Ça se faisait jour après jour. Ça se faisait, en fait, chaque jour, le commissaire de police devait faire une ronde dans son quartier d'exercice. Il y avait 20 commissaires de quartier. Et puis, il engueulait les artisans qui laissaient des fumées trop abondantes, qui laissaient couler des liquides nauséabonds. Si ça se répétait trop, l'artisan était appelé à comparaître devant la cour du Châtelet, qui était une cour de justice. Et la plupart du temps, si c'était vraiment embêtant, il était obligé de déménager, d'aller voir ailleurs. Donc c'était en fait une régulation qui passait par l'exclusion de l'espace urbain.
Il faut voir aussi qu'à cette époque, les voisins, s'ils étaient d'accord pour dire cet artisan est trop nocif, ils avaient, si vous voulez, ils avaient le dessus, quoi. L'autre point important à avoir en tête, c'est qu'à cette époque aussi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'environnement est crucial. L'environnement, c'est le centre de la médecine. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe tous malades dans une salle aujourd'hui? C'est pas qu'on s'est refilé un microbe les uns les autres, c'est qu'en fait, il s'est passé quelque chose dans l'air, dans les eaux, dans les lieux. Et donc, en fait, vraiment le centre de l'explication des maladies, des épidémies, et même de la dégénérescence des corps, c'est l'environnement. Donc, c'est sûr que pour les policiers du XVIIIe siècle, c'est hyper important, l'environnement. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais en fait, c'était beaucoup plus important pour les gens de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle que pour nous maintenant. Parce que nous, on sait que l'ADN est relativement protégé dans le noyau de la cellule, etc. Au XVIIIe siècle, on n'a pas du tout ces théories. L'environnement façonne très profondément les vivants et les humains en particulier. Donc, vraiment, il y a une pression assez forte, en fait, pour ne pas polluer pour toutes ces raisons-là. Alors, le problème de cette régulation, c'est qu'elle faisait peser une forte incertitude sur les producteurs, ceux qui produisent, les industriels. Et au début du XIXe siècle, ce mode-là de régulation devient intolérable pour ceux qui détiennent le capital industriel. Ils ne peuvent pas, c'est vraiment dit noir sur blanc, ils ne peuvent pas tolérer le fait que leur droit d'exercice soit soumis à la décision d'un simple magistrat de police. Donc ce qui va se passer, c'est au début du XIXe siècle, sous l'égide d'une personne clé dans cette affaire qui s'appelle Jean-Antoine Chaptal. Alors Jean-Antoine Chaptal, c'est un grand chimiste, un disciple de Lavoisier, c'est un grand industriel, un grand pollueur aussi. Il produit de l'acide sulfurique et de la soude, qui sont les choses les plus polluantes à l'époque. Et c'est aussi le ministre de l'Intérieur sous Napoléon, en fait, une personne extrêmement influente. Et c'est sous son égide qu'il va y avoir un basculement fondamental de la régulation, où la police va être complètement marginalisée. Et la chose nouvelle, c'est de dire, voilà, les industriels vont devoir faire une demande auprès soit du préfet, soit même du ministère de l'Intérieur et du Conseil d'État quand c'est les trucs les plus polluants et les plus dangereux. Et on a l'impression que c'est écolo, mais en fait, c'est exactement l'inverse. Parce qu'une fois que l'industriel a demandé en bonne et due forme l'autorisation qui lui a été donnée, il est tranquille. Il peut polluer autant qu'il veut, les voisins n'auront jamais sa peau. Jamais, jamais. Pour une raison assez simple, c'est que les voisins peuvent poursuivre au civil, mais ils ne peuvent pas. C'est très compliqué, c'est très rare qu'il y ait eu une autorisation administrative cassée. C'est rarissime dans l'histoire du XIXe siècle. Donc en fait, c'est vraiment une protection très forte qui est donnée à l'industriel. Mais ce faisant, les voisins, ils n'ont qu'une alternative, je vous ai dit, c'est de faire des recours devant les tribunaux civils pour demander des dommages. Et c'est là qu'est né le principe de pollueur-payeur. C'est en fait dans cette séparation entre la justice administrative qui va donner l'autorisation et puis la justice civile qui va arbitrer des dommages. Et c'est la seule chose en fait que les voisins peuvent obtenir. Et donc tout au long du XIXe siècle, il y a des flux financiers constamment pour tout type d'industrie, d'usine, de nuisances. Ça va des nuisances sonores aux pollutions olfactives, aux dommages sur les récoltes, etc. Tout ça est compensé par des flux financiers. Et effectivement, c'est la régulation que voulaient les industriels. C'est-à-dire Chaptal, quand il élabore le décret de 1810, qui est vraiment l'acte important, il a vraiment ça en tête. On est en plein boom de l'industrie chimique, une industrie qui est intense en capital et qui est manifestement très polluante. Et donc, depuis une dizaine d'années, il y avait déjà énormément de compensations financières. Et ce décret de 1810, en fait, il régularise ce truc-là qui semblait très bizarre vu du XVIIIe siècle. Et donc, tout au long du XIXe siècle, une fois encore, c'est vraiment le droit civil, au fond, qui s'applique. L'article 1382 du Code civil, on est responsable des dommages concrets. Et ça vaut pour les industriels. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le principe de pollueur-payeur aurait pu avoir un rôle important, je pense, au début du XIXe siècle, parce qu'au début, enfin, c'était en Provence en particulier que ça a eu lieu, la Cour royale d'Aix oblige les industriels à compenser la baisse de la valeur vénale des propriétés. Ça peut paraître un point technique, mais ça change tout. En gros, vous êtes un industriel, vous installez dans un terroir, vous polluez énormément avec des nuages d'acide sulfurique et chlorhydrique qui se répandent sur les champs. Si vous avez qu'à compenser les récoltes, c'est pas très grave, ça coûte pas très cher. Si vous avez à payer pour la baisse de la valeur d'une belle propriété qui se trouve pas très loin de l'usine, mais alors là, les chiffres d'un seul coup s'affolent. Et ça finit par coûter très cher. Et alors, vous voyez, c'est un moment où, c'est à partir des années 1820, et puis finalement, ça va être décidé qu'on ne va pas compenser pour la baisse de la valeur vénale, et ça dévalue radicalement l'environnement d'un seul coup. Donc voilà, vraiment, le point qui m'a semblé intéressant historiquement, c'est de voir que le principe de pollueur-payeur, contrairement à ce que disent les experts de l'OCDE en 1975, ce n'est pas du tout eux qui le découvrent.
Ce n'est pas du tout né du cerveau des économistes. Ça a accompagné l'industrialisation depuis le début. Alors les effets que ça a eu, objectivement, ils sont modestes. On ne va pas surestimer l'influence de la chose. Le premier effet que ça a eu, c'est d'apaiser les conflits. Au fond, c'est ça, c'est acheter la paix sociale, très clairement, autour des usines. Ça sert à ça. Deuxième effet, ça a eu un effet très modeste sur les modes de production. C'est-à-dire les industriels peuvent être poussés à installer des condensateurs de fumée, etc., mais ça coûte très cher. Donc, je dirais que ces efforts-là ne seront réalisés que s'il y a une mobilisation sociale très forte et surtout des gens qui ont les moyens de poursuivre sérieusement au civil. Donc ça dépend de la capacité du social vraiment à faire une contrainte sur l'industriel. Le vrai effet que ça a eu, et c'est la conséquence de mon dernier point, c'est qu'en fait ça a contribué à relocaliser les industries les plus polluantes, là où justement il n'y a pas la capacité sociale à râler. Et c'est très net, l'industrie la plus polluante en France, après les années, dès qu'il y a les chemins de fer surtout, elle va se relocaliser dans quelques zones qui vont être sacrifiées, où les industriels vont être dans une position de force, où ils vont un peu contrôler, si vous voulez, le social autour. Et c'est là qu'on aura l'essentiel de la pollution et des dommages. Donc je dirais que ça a vraiment eu ça. L'effet principal, ça a eu un effet de concentration de la pollution dans certaines zones sélectionnées. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui. On a territorialisé des zones qui étaient des... par exemple, tu prends l'exemple de Fos. Donc je pense que c'est Fos-sur-Mer, à côté de Marseille, autour de Marseille, où effectivement, on a décidé que... on ne délocaliserait pas les activités les plus polluantes comme on le faisait avant. Il y a un débat qui a encore cours aujourd'hui et auquel personne n'a de réponse, c'est quel est le prix de la nature. Et donc effectivement, on se pose beaucoup la question de qu'est-ce que ça coûte là pour l'autoroute A69, qu'est-ce que ça coûte effectivement que c'est... Bon, je parle même pas de l'existence du projet en lui-même, mais on essaye de chiffrer, ah oui, mais donc il va y avoir tant d'hectares goudronnés, tant d'arbres centenaires, etc. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose beaucoup à l'époque? Et comment expliquer, si on se les pose, qu'on en arrive à des amendes au fond aussi minimes, puisque tu le montres très bien dans ton livre que ça n'a pas empêché les industries de prospérer? Alors, évidemment, on se pose ce genre de questions. Déjà, vous compensez pour, je ne sais pas si vos oliviers sont brûlés, vous compensez pour la valeur des oliviers. Si vos troupeaux meurent, vous compensez pour la valeur du troupeau. Enfin, vraiment, c'est le droit de la responsabilité, quoi. Donc, c'est la nature utile. Mais c'est aussi le dommage moral. Et le dommage moral, ça inclut par exemple la qualité de l'air ou un beau paysage. Donc dans les années 1820, on a tout plein d'aristocrates ou de notables, on va dire, qui vont poursuivre les industriels parce qu'ils ont abîmé le paysage qu'ils estimaient être beau, ou alors ils ne peuvent plus habiter chez eux, ils vont demander un dommage pour l'humiliation d'avoir à déménager, ce genre de choses. Donc ça peut être très extensif et ça peut coûter très cher. Une fois encore, il y a eu un moment où ça a coûté très cher. Autour de Marseille, les industriels soudiers battent en retraite, ils s'en vont en fait. Donc ça a pu marcher. Mais c'est que parce que la justice était de connivence avec les propriétaires terriens, pour dire les choses simplement. Les magistrats étaient eux-mêmes embêtés, évidemment, par ces pollutions. Donc c'est vraiment le contexte qu'on va... vous voyez, le poids social, en fait, des parties en présence qui va vraiment donner la valeur de la nature. En soi, il n'y a pas de valeur de la nature. C'est vraiment ce débat-là et le poids respectif des parties en présence, quoi. Voilà, donc après, la valeur de la nature, ça a été un sujet qui a été très travaillé par les économistes néolibéraux des années 70-80, avec cette idée de consentement à payer, qui est aussi un instrument clé. Alors peut-être que vous allez en parler, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Mais le consentement à payer, ça a été quelque chose d'assez puissant aussi, alors, soit pour valoriser, soit pour dévaloriser la nature. Mais voilà, c'est d'autres dispositifs qui, eux, n'existaient pas au 19e siècle. Il n'y avait pas cette idée de consentement à payer, ça n'existait pas. Voilà. De toute façon, je reviendrai vers toi après, mais on va effectivement faire tourner pour faire ce premier tour de table. Donc Mathilde Dupré, donc directrice de think tank, ça maintenant on sait puisque tu l'as présenté à la salle. En l'occurrence l'Institut Veblen, du nom de Thorsten Veblen, qui a popularisé l'économie des loisirs, notamment le ski, qui en termes d'impact carbone n'est pas top. Les économistes et la question de la compensation, le coût de la pollution, c'est pas quelque chose qui est très fréquent chez eux. Il y a pas mal de paresse là-dessus. En voyant la slide où Flore évoque tous les mécanismes qui existent aujourd'hui, on a l'impression effectivement un peu d'une forme de paresse, quoi. C'est-à-dire, d'abord on s'est dit, on va créer de la production, on va créer de la valeur, et puis ah oui merde, en fait c'est vrai que ça dégrade un peu la nature, donc on va compenser avec des petits mécanismes de crédit, etc. Ça n'a pas l'air très, très robuste, ça quand même, non ? Alors, merci de me donner la parole et merci pour l'invitation. Effectivement, donc, nous, à l'Institut, on travaille sur les réformes économiques dont on a besoin pour faire la transition écologique et sociale, pour apporter des réponses justes et démocratiques à la crise écologique actuelle.
Et c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse aux enjeux économiques, c'est aussi parce que les économistes aujourd'hui jouent un rôle majeur dans l'orientation des politiques publiques, qui sont un peu des conseillers du prince dans le fonctionnement de nos démocraties. Et c'est vrai que si on regarde l'intérêt qui est porté aux économistes de façon générale sur ces questions environnementales, on peut dire qu'il est assez marginal. Il y avait sur l'enjeu climatique seulement une publication de Andrew Oswald et Nicolas Stern en 2019 qui parlait d'un échec majeur de la profession. Ce qu'ils avaient regardé dans toutes les publications d'une sélection de journaux les plus influents en économie, et ils disaient finalement le climat n'était cité que dans 0,07% des articles publiés. Donc on voit que c'était vraiment pas à la hauteur de la place que prend le sujet dans le débat public. Et cet échec, alors il tient déjà au fonctionnement de ces revues et des mécanismes d'avancement et de reconnaissance par leurs pairs des économistes, mais aussi il traduit une vision un peu simpliste du problème et donc de la solution. Et puis une sous-estimation pour les économistes mainstream un peu des répercussions économiques et sociales des enjeux de la crise écologique. Et effectivement, comme ça a été bien dit, dans la branche la plus dominante de l'économie qui s'intéresse à l'environnement, qui est l'économie de l'environnement, en fait, on prend tous les outils habituels de l'économie standard et on regarde ces questions environnementales et ces questions de ressources. Et le principal constat, c'est de dire qu'il y aurait quelques défaillances de marché, des externalités, et il faut y apporter des réponses économiques. Et du coup, c'est ce qui, en fait, a conduit les économistes à dire, par exemple, sur le changement climatique, il suffit de mettre un prix au carbone et la question sera résolue. Sans s'intéresser déjà aux questions, par exemple, nord-sud, sur le fait qu'évidemment, il y a des responsabilités historiques différentes dans la contribution à ce changement climatique, sans compter qu'il y a des capacités différentes pour investir et faire face à ces premiers effets, et puis que, évidemment, les premiers impactés et les plus vulnérables sont aussi souvent déjà les plus pauvres. Donc ces solutions-là, très, très simplistes, en fait, les économistes rentrent rarement après dans la mécanique de pourquoi on n'a jamais fait ça et pourquoi ça serait même pas souhaitable de le faire de façon aussi simple que ce qu'ils disent. Et de la même façon, sans même parler de la géopolitique internationale, même à l'échelle d'un pays comme la France, on a vu que à chaque fois, ça a suscité des mouvements sociaux importants. Quand on a essayé de mettre en place des mécanismes purement de taxe carbone, on a eu les bonnets rouges, on a eu les gilets jaunes, et que, en fait, les économistes ont beaucoup sous-estimé l'intérêt et l'importance de la norme, c'est-à-dire de définir de façon collective quelles sont les conditions acceptables de production, quelles sont les pratiques qui peuvent être autorisées ou non, et les standards collectivement on veut se donner pour produire les choses dont on a besoin. Et donc, par exemple, tout ça a inspiré le marché carbone européen, avec l'idée que si c'est un marché, forcément, ça marche mieux que si c'était de la norme et de la réglementation. Sauf que, on le sait, c'est quand même un mécanisme donc, qui a été mis en place en 2003, qui est devenu effectif en 2005 et qui avait plein de défauts dès sa conception, notamment parce que on a donné des crédits gratuits à toutes les entreprises les plus polluantes parce qu'on avait peur que sinon elles soient soumises à une concurrence internationale qui les défavoriserait. Et donc on s'est retrouvé avec plein de crédits gratuits sur ce marché-là. Et donc pendant des années, le prix du carbone n'a pas du tout été un élément qui
à changer les stratégies des entreprises dans leur façon de produire. Et pourtant, on continue à penser que c'est ce genre d'outil qui va résoudre les problèmes auxquels on fait face et qui s'accroissent avec l'absence d'action suffisamment ambitieuse. Oui, parce qu'en fait, on en est encore là. Là, tu citais des mécanismes qui ont émergé il y a une vingtaine d'années, mais quand Elon Musk rachète Twitter, pour montrer la solidité financière de Musk, on met en avant Tesla, mais en fait, il y a quand même 2-3 personnes qui signalent le fait que Tesla n'est bénéficiaire que grâce à la revente de crédit carbone qu'il obtient grâce à ses voitures électriques de 2 tonnes avec 500 kg de batterie, qu'on appelle donc une voiture écologique, et qui lui permet de gagner environ 1 milliard d'euros quand il en perd sur la perte de voitures. Donc, enfin, 20 ans après, on n'a pas beaucoup avancé. Bah surtout qu'avec cette idée des externalités, les entreprises se sont aussi engouffrées dedans en disant il y a des externalités positives aussi des entreprises pour la collectivité, et donc finalement on fait la moyenne de ce qu'on coûte à la société, ce qu'on apporte à la société, et donc en plus c'est dans une vision de la crise écologique qui est une vision de soutenabilité faible, c'est-à-dire qu'on pense qu'on peut moyennant justement les bons mécanismes de prix et les bons droits de propriété internaliser ces externalités, mais qu'il n'y aurait pas de risque de rareté absolue, ou qu'il n'y aurait pas de problème d'irréversibilité d'un certain nombre de phénomènes naturels, sauf qu'on sait qu'aujourd'hui c'est pas ça le monde dans lequel on vit, et donc ces solutions économiques elles sont pas du tout équipées pour prendre en compte justement ces seuils, ces irréversibilités, ces conditions générales d'habitabilité de la planète qu'on ne doit pas dégrader au-delà de certaines limites. Est-ce que chez Veblen, vous avez craqué le code et vous avez le bon outil financier pour qu'on pollue moins? Une approche, un livre qu'on a publié en 2015, qu'on a traduit, en fait, publié en français, en version française en 2015, c'est Les coûts sociaux de l'entreprise privée de Carl William Kapp, qui est un ouvrage de 1950, et qui justement renvoie à l'idée que les externalités ne sont pas du tout un accident de parcours ou quelque chose qui serait marginal dans le fonctionnement de notre économie, mais qu'au contraire c'est au cœur de l'activité économique, et donc que toutes les activités des entreprises elles génèrent des impacts sur le reste de la société, et que ces impacts ils génèrent des coûts sociétaux qui doivent être pris en charge par la société, soit sur la santé des individus, soit sur les générations futures, quand on parle de dégradations qui ne sont pas forcément visibles au moment où l'entreprise exerce. Mais du coup, c'est bien ces coûts-là qu'il faut réussir à mieux appréhender, et ça passe pas toujours par des mécanismes de monétisation, etc., parce qu'on n'a pas tous les instruments qui permettent... En tout cas, il ne faut pas rester dans le cadre seulement de la monétisation et de la transaction, parce qu'on rate des gros aspects de ces questions-là. Le bouquin est disponible sur le site de Veblen? Normalement, oui. Donc c'est un livre de 1950. Donc, Alexandre, j'arrive à toi, mais je voudrais juste interroger l'historien sur ce que lui évoque le fait qu'on ait eu effectivement des lanceurs d'alerte, des pionniers qui avaient tout vu. Dans un livre à paraître en janvier qui s'appelle « Sans transition pour une nouvelle histoire de l'énergie », et que j'ai eu la chance de lire, tu montres bien comment un certain nombre d'économistes qui pensent le climat, qui ont même eu le prix Nobel pour ces travaux, M. Nordhaus et M. Romer en 2018, pense être beaucoup plus malin que Denis s'est donné la médose en 1972 en réfutant les analyses du Club de Rome. Florence, quel regard ça t'inspire sur cette vision diachronique? Effectivement, en 2018, le prix Nobel d'économie a été remis donc à William Nordhaus pour ses travaux sur le climat, et à Paul Romer pour ses travaux sur l'innovation. Le message de la discipline économique au reste du monde, c'est pour résoudre la question du changement climatique, ce qui compte, c'est réorienter les efforts d'innovation vers des technologies décarbonées. Et en fait, ces économistes, quand on regarde leur trajectoire, il faut bien voir d'où ils viennent. En fait, c'est des gens des années 70. Ils ont commencé à être formés, à être actifs plutôt au moment du premier choc pétrolier.
et du rapport au Club de Rome. Et ils sont en fait très contents d'avoir réfuté ce problème-là en montrant à quel point l'innovation, effectivement, arrive à réduire l'intensité matérielle de certains processus de production. On peut substituer quand une ressource devient un peu rare, on peut substituer avec une autre ressource, etc. Je dirais que sur cet aspect malthusien de l'épuisement des sources, ils avaient relativement raison. Le problème, c'est qu'ils ont recyclé ce mode de raisonnement sur le climat, qui n'a absolument rien à voir. Le problème du climat, c'est un problème, c'est qu'il y a de surabondance, il y a beaucoup trop de ressources. C'est ça la difficulté de la question. Et donc, ils ont recyclé en fait des modes de raisonnement de type comment on optimise, par exemple, une ressource minérale, une ressource minière économiquement. C'est ça le cœur de leur raisonnement. Ils vont appliquer ça au climat, comment on optimise le crédit carbone qui nous reste. Et pour faire ça, il faut des fonctions de dommage. Donc Nordhaus va prendre une fonction de dommage pour voir c'est quoi le coût du changement climatique. Et évidemment, tout va dépendre de la fonction de dommage que vous prenez. Et il prend une fonction de dommage qui est ridicule, où les dommages varient au carré de la température. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et le problème, c'est qu'avec ces calculs-là, il dit... Pour ceux qui n'ont pas fait maths P, sur le carré de la température. Vous passez de 1 à 2 degrés. Les dommages, c'est de 1 à 4. Donc mettons que ce soit 1 milliard, ça devient 4 milliards. Enfin, évidemment, c'est beaucoup plus, mais voilà. Et après, ça sera 16, etc. Mais le problème, c'est qu'avec ce calcul-là, il dit le réchauffement optimal, c'est plus 3,5 degrés Celsius. Voilà. Et le gars a eu le prix Nobel d'économie quand même. Donc je pense que la discipline économique ne devrait jamais se relever, en fait, de cette énorme catastrophe intellectuelle. Donc voilà, et c'est vrai que à partir de là, en fait, cette idée qu'on va optimiser en fait à la fois le PNB et le climat, qui était au fond l'objectif de l'économie néoclassique sur le climat, tout le système des compensations, des crédits, ça vient de là en fait, donc, ça vient de cette idée-là. On va optimiser ça en mettant sur le marché les crédits carbone, et donc on va les échanger, ça va optimiser le CO2 qu'on va émettre, si vous voulez. Vous voyez, on va optimiser l'utilité économique du CO2 qu'on va émettre sous cette barrière du doublement du CO2 dans l'atmosphère. Bon. Tu voulais dire un mot, Flore? Non, mais qu'en tout cas, effectivement, ça relève de la... Dans un micro. Ça relève de la même école de pensée économique, et donc ça peut nous amener à minima à apporter un regard critique sur ces instruments économiques, et même si on n'est pas titulaire d'un doctorat en économie, s'autoriser à les mettre en débat. Mais, juste pour, ça montre qu'ils sont totalement sortis de leur rôle, c'est-à-dire que leur rôle aurait pu être éventuellement de donner un avis sur quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour tenir le budget carbone qui nous est donné par les scientifiques qui sont connaisseurs des questions de sciences naturelles, etc., et de climat. Et là, en fait, ça montre aussi l'obsession des économistes qui est de surtout ne pas payer trop pour l'action climatique. Et en plus, quand on se met, ils s'arrogent finalement le droit de dire quelles seraient les cibles de politique climatique parce que en chiffrant ces dommages, alors que c'est effectivement une position surplombante par rapport à toutes les autres sciences qui devraient effectivement les disqualifier. Surtout la méthode des chiffrages, on n'a pas de bonne méthode pour chiffrer ce que c'est qu'un monde à 3,5 degrés. Objectivement, il n'y a pas vraiment de calcul sérieux qui peuvent vous faire ça, quoi. Et on prétend qu'il y a, c'est ça le problème. Je crois que même Henri Decasse, le PDG d'AXA, disait qu'un monde à plus de degrés était déjà plus assurable, donc à plus 4, on n'y est pas. Alors, attention, vous allez voir un retournement imprévu avec Alexandre Padatz, qui est responsable plaidoyer d'Oxfam. Là, pour l'instant, ça a pas mal débiné le principe pollueur-payeur, mais toi, tu vas pouvoir raviver sa flamme, à condition, évidemment, d'en inverser à 180 degrés les modes de mécanisme actuels, à savoir que ce ne soit plus une gouvernance par le marché qui dicte effectivement combien il faut. Mais toi, sur le fond quasi téléologique, tu n'es pas contre le principe pollueur-payeur? Bonsoir tout le monde. Non, au contraire, c'est la solution. C'est la solution pour briser un cercle vicieux dans lequel nous sommes. Une crise sociale, une crise écologique, une crise du réchauffement climatique qui alimente les inégalités, qui alimente la fracture sociale. Donc évidemment, le réchauffement climatique va accentuer l'impact du dérèglement sur les pays du Sud. Feux de forêt, inondations, etc. On est tous au courant que l'impact est plus important pour ces pays-là qui sont les moins responsables du réchauffement climatique. Elle va aussi les mettre en difficulté financière. C'est des pays qui sont déjà très contraints financièrement, qui sont surendettés et qui vont devoir faire face avec des investissements dans des infrastructures pour
répondre aux besoins du réchauffement climatique. Juste un chiffre pour vous donner un ordre d'idée du problème de surendettement des pays du Sud global. Il y avait 30 pays du Sud global il y a 5 ans qui payaient plus en remboursement de leurs dettes que pour le budget de leur santé. Aujourd'hui, c'est 60 pays du Sud global, 5 ans après. Donc, c'est la double peine pour eux. De l'autre côté, c'est le cercle vicieux. Plus les inégalités vont augmenter dans le monde, plus il va y avoir un impact sur le réchauffement climatique. En fait, plus on est riche, plus on pollue. Donc on a sorti une étude là-dessus il y a 2-3 semaines qui montre, peut-être que vous l'avez vu passer, que les 1% les plus riches de la planète émettent autant que... Je vous fais interagir parce qu'il est 19h, vous endormez peut-être, on est mi-décembre. Et les 1% les plus riches de la planète émettent autant que... À peu près combien par rapport à... Que les 50%? 50%, non. 15%? Non. 15% de quoi? Par rapport aux gens, combien de gens? Ouais. 1% les plus riches de la planète émettent autant que combien de gens dans la planète? Ouais, les plus pauvres, on va dire. 4 milliards plus. Vas-y, dis. J'ai 5 milliards à ma gauche. C'est vendu, 5 milliards. C'est bien triste. Ouais, 5 milliards. Donc 1% les plus riches de la planète émettent autant que 2 tiers de l'humanité. Donc 5 milliards de personnes. Plus on est riche, plus on pollue, notamment à cause du transport, via son mode de vie, mais notamment via le transport, yacht, jet, SUV, etc. Vous voyez l'idée. Donc pourquoi ils polluent? Par les modes de consommation, mais aussi pourquoi ils polluent, et c'est moins intuitif et on en parle moins, mais aussi par leurs investissements. Donc déjà l'écart est important là sur les 1% émettent autant que 2 tiers, c'est juste par la consommation, mais si on regarde du côté de l'investissement, l'écart il est bien plus important. Donc Bernard Arnault par exemple, la deuxième fortune du monde, Bernard Arnault par rapport à un Français moyen, il émet 1270 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre par sa consommation uniquement. Yacht, jet, etc. à nouveau. Si on regarde les investissements, si on compare des choses comparables, hein, des pommes d'un côté, des poires de l'autre. Si on compare l'empreinte carbone d'un Français moyen via ses investissements, donc notre livret A, notre assurance vie, etc., on va émettre environ 10,7 tonnes de CO2 par an. À peu près pareil que notre empreinte carbone de consommation, à environ 9 tonnes. C'est un peu logique. Et si on compare là à l'empreinte carbone d'investissement de Bernard Arnault, l'écart, il n'est pas 1270 fois plus, il est 200 000 fois plus. Autant vous dire que c'est à peu près l'écart entre un chien et un tyrannosaure. C'est absolument colossal. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'en fait, ça montre l'importance qu'ont les personnes les très riches sur l'appareil productif aussi derrière. Et ça montre l'importance de ce qui peut craquer le code, le principe du pollueur-payeur. Et c'est tout le problème qu'on a à l'heure actuelle, et c'est tout le problème de la taxe carbone, parce que la taxe carbone reposait sur, la taxe carbone de consommation reposait sur les plus précaires, qui émettaient le moins, etc. En fait, il faut changer de logiciel, et il faut tout simplement que le poids de la transition écologique, parce que ça va coûter, parce que ça a du prix, parce qu'il faut le faire payer, repose sur ceux qui polluent le plus, qui ont le plus de responsabilités, le plus de pouvoir, et le plus de moyens de faire changer les choses. Alors, est-ce que vous avez un peu chiffré ça pour réussir à ce que, de la même manière que les tyrannosaures ont fini par disparaître, nous soyons débarrassés de Bernard Arnault? Enfin, je veux dire, de manière pacifique, évidemment, c'est filmé. Donc, Non, Bernard Arnault a une dignité humaine, nous ne voulons pas la disparition de Bernard Arnault. En fait, en plus d'ailleurs, enfin juste là-dessus, si Bernard Arnault disparaît, ça ne règle pas le problème. Là, en fait, on a 5 enfants. Donc, en plus, voilà. On a besoin de Bernard Arnault. Au contraire, imaginons que Bernard Arnault soit écolo. Ça donnerait quoi? Non, mais on aurait besoin qu'en fait, il réoriente ses investissements. Et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que là, globalement, on a un logiciel, donc la taxe carbone était représentative de ça, mais on a un logiciel, en général, notamment de la part de ce gouvernement, mais c'est plutôt le cas dans le monde entier, où le poids va reposer sur les consommateurs. Donc on parle beaucoup de sobriété, mais quand on entend sobriété, c'est sobriété de la consommation. On parle rarement de sobriété de la production. Et quand je parle de production, je parle bien des multinationales. Hein. Je ne parle pas des TPE, des PME, etc. Je ne parle pas du tissu productif traditionnel. Et du coup, en fait, ce changement logiciel dont on a besoin, il va passer par quoi? Par, en fait, l'anti-taxe gilet jaune. C'est l'inverse de ce qu'on a fait avec les gilets jaunes. Vous savez comment ça s'appelle, cette anti-taxe gilet jaune? Allez-y, défoulez-vous. Taxe sur les super profits, c'est pas mal, mais autre chose. vert. Ouais, mais vous saviez, la triche.
L'ISF climatique. En fait, on a mis cette ISF climatique dans le débat il y a 2-3 ans avec Greenpeace, mais c'est pas juste une taxation sur la fortune des multimillionnaires, des milliardaires, qui va financer la transition. C'est plus subtil que ça. C'est rétablir l'ISF, mais aussi taxer les émissions de la richesse. La richesse, elle n'est pas neutre. Et en fait, c'est tout l'intérêt de dire, on regarde aujourd'hui les inégalités d'émissions et on regarde la situation par rapport aux revenus, mais les inégalités sociales, la fracture sociale et le problème de la paix sociale que tu as évoqué tout à l'heure, elle vient notamment de la richesse et des inégalités entre ces richesses. Et donc en fait, si on va taxer la richesse liée au poids CO2 de cette richesse, autrement dit, si on va taxer Bernard Arnault en fonction de l'empreinte carbone de son investissement, ça va inciter Bernard Arnault à, soit s'il est actionnaire majoritaire par exemple de LVMH, c'est son bébé, il ne va pas le lâcher, de réduire les émissions de LVMH. Ou 2, ça va l'inciter à réorienter ses investissements vers des entreprises bas carbone si c'est un actionnaire minoritaire. Donc l'ISF climatique, ça peut rapporter 17 milliards par an. On peut aussi penser à un mécanisme où on dirait les entreprises qui ne sont pas alignées avec l'accord de Paris, puisqu'on a parlé du marché carbone tout à l'heure. Le marché carbone a eu un impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à peu près neutre, des entreprises, des multinationales quasiment neutres. En fait, il faudrait voir une contrainte de baisse des réductions en valeur absolue de ces multinationales. Et si la multinationale en question ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre, alors progressivement, on va taxer ses dividendes. En gros, c'est pas de climat, pas de chocolat. Et donc, ça aussi, ça permettrait plusieurs mécanismes comme ça. On a 5 mesures fiscales rien qu'en France qui permettraient de dégager 50 milliards d'euros par an. Ça permettrait de financer le plan Pisani-Ferry qui a été annoncé pour toute la décarbonation de l'ensemble de la France, sans toucher à 70% des Français et au portefeuille de 70% des Français. Voilà, donc des propositions qu'on peut retrouver sur le site d'Oxfam. Comme on est filmé, on dit bien qu'il n'y a rien contre Bernard Arnault. On précise qu'évidemment, François-Henri Pinault, qui fraude le fisc massivement, qui a encore été condamné à 2 milliards l'an dernier, et dans la même, Emmanuel Beignet pour Lactalis et tous nos amis. Flore, on va faire circuler un peu la parole dans la salle, mais peut-être, qu'est-ce que tu as entendu là, des 3 prises de parole, sachant que dans Permis de nuire, tu reviens à un vieux principe latin, primum non nocere, à savoir d'abord ne pas nuire. Est-ce que ces solutions où on taxe la pollution, ça va vraiment inciter les gens à moins polluer? Parce que, in fine, c'est ça le but. C'est pas juste de taxer les activités polluantes, c'est de faire en sorte qu'on émette moins de pollution. Oui, alors déjà, on voit qu'on ne parle pas toujours exactement des mêmes mécanismes. Et là, les exemples, les propositions d'Oxfam, elles relèvent toutes de la fiscalité environnementale. Et elles ont pour but d'être suffisamment massives et fléchées et ciblées pour avoir cet impact sur l'orientation des comportements, etc. Par rapport à d'autres types de mécanismes qui vont parfois être assez indolores, du point de vue, et donc pas influencer du tout la stratégie économique des acteurs. Alors là, on a un peu moins parlé de filières de responsabilité élargie du producteur, par exemple, donc qui sont les mécanismes par lesquels les metteurs sur le marché, donc les producteurs ou les distributeurs de biens ou d'emballages, etc., vont financer la gestion de la fin de vie de ces biens et emballages, ou vêtements, ou je ne sais quoi, par une éco-contribution. C'est un mécanisme vraiment typique pollueur-payeur. Là, on peut pas en avoir une expression plus claire. Ces mécanismes-là, alors ils fonctionnent du point de vue financier. Il y a beaucoup d'argent qui transite des metteurs sur le marché vers les collectivités locales ou des opérateurs de déchets. Mais par contre, du point de vue de l'orientation des comportements des producteurs et de changement de stratégie de production, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que ça n'a pas encouragé les producteurs à réduire la quantité d'emballage mise sur le marché, à réduire des surproductions de biens dont l'utilité sociétale peut être discutable, etc. Donc, voilà, c'est de ce point de vue-là que, à mon sens, d'un mécanisme à l'autre, l'effet incitatif, l'efficacité sur le plan incitatif est très, très variable. Et ça me semble être un des paramètres à discuter parce qu'aujourd'hui, on peut plus se contenter de se dire c'est déjà pas mal de financer, un peu de réparation, un peu à la marge. Aujourd'hui, on a besoin quand même de réorienter de manière assez urgente
les stratégies de production, etc. Et donc, voilà, s'il y avait un autre critère aussi à prendre en compte par rapport à ceux que je citais tout à l'heure, le critère de l'efficacité sur le plan environnemental, le critère de l'efficacité sur le plan financier et le critère de la temporalité. Est-ce que c'est des mécanismes qui vont être suffisamment efficaces par rapport au temps qu'il nous reste pour agir. Désolée d'adopter un ton un peu dramatique comme ça, mais je trouve que ce paramètre de la temporalité, il est peut-être pas suffisamment pris en compte. Voilà, on se dit, de toute façon, ça va forcément aller dans le bon sens, parce que ce signal prix, il peut que nous emmener un peu vaguement dans la bonne direction. Et à mon sens, il faudrait être beaucoup plus exigeant que ça quand on analyse ces instruments économiques inspirés du principe pollueur-payeur, et se demander si ça nous emmène vaguement dans la bonne direction ou si ça nous permet d'atteindre les objectifs climatiques, en gros de partir plutôt de ces objectifs climatiques ou environnementaux et pas l'inverse en fait. Ouais, merci. Bonjour. En fait, ça me fait penser à un autre livre de l'Institut Veblen, publié par l'Institut Veblen, d'Herman Daly, Économie stationnaire. En fait, moi j'ai lu les deux et voilà, je trouve les deux ils sont super intéressants. Et dans l'économie stationnaire, en fait, Herman Daly il descend complètement ce genre de choses, j'ai l'impression en fait. Par exemple, sur l'histoire du carbone, là on a entendu parler d'idée de partir du budget. Donc, je veux dire, les négociations climatiques qu'on a maintenant, ça changerait complètement, quoi. Si on disait, en gros, on décide de respecter les 1,5 degrés, on se fixe un budget mondial chaque année, mais c'est complètement différent, quoi. Ça veut dire que là, si on était amené à négocier un prix du carbone, déjà on ferait attention, parce que forcément on dirait, on est restreint. Donc voilà, on a des impératifs parce qu'il y a la santé, etc., et l'environnement. Et par rapport à ces impératifs, on va guider les émissions qui sont à faire, qui sont tolérables ou pas tolérables. Donc en fait, moi je pense qu'il y a un point de vue politique à mettre directement sur la table, voilà, qui donc en quelque sorte renverse le principe pollueur-payeur, quoi. Voilà, c'est ma réflexion. Jean-Baptiste, est-ce que ça a existé dans l'histoire? Ouais. Alors, non, mais si on était sérieux avec ce que vous venez de dire, donc à savoir respecter les 1,5 degrés, voire même les 2 degrés, en vérité, c'est sûr qu'il n'y aurait plus du tout de sac Louis Vuitton, enfin que les choses soient parfaitement claires. Mais largement, rien que les services, ou Prada ou je ne sais quoi, mais rien que les services publics en France, c'est 2 tonnes de CO2 par an. Hein, rien que les hôpitaux, les écoles, etc. 2 tonnes, ouais. Par habitant. Ce serait 2 tonnes, oui, on serait tranquille. Donc, non, il faut bien voir l'énormité de ce que représentent les objectifs climatiques. Donc, c'est vrai que, je veux dire, ok, le principe pollueur-payeur de ça, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'il y aura des catastrophes de plus en plus importantes, on passera à quelque chose de très différent, où ça sera des quotas, des restrictions, on réorientera de manière obligatoire les investissements, on ne laissera pas les capitalistes choisir où ils choisissent d'investir. Enfin, il y aura sans doute, alors ça va prendre longtemps, je ne dis pas que ça va être en 2030, mais à un moment ou à un autre, on sera obligé de passer à des choses, à mon avis, infiniment plus drastiques que on va donner les bonnes incitations pour que les acteurs économistes commencent à bien se... Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc ça, on a des exemples d'économie de guerre qui sont évidemment des mauvais exemples parce que l'économie de guerre, ça ne dure pas longtemps et on pense qu'après, ça va aller mieux. Là, ça va être sans doute des choses beaucoup plus désagréables et beaucoup plus ambitieuses, quoi. Mais juste sur ce, je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai que l'idée d'un système d'échange de quotas carbone, elle peut être intellectuellement intéressante en se disant que justement, on part du plafond d'émissions qu'il faudrait tenir et on a un système qui permet en théorie de le tenir, sauf que ce qu'on a vu à l'échelle européenne, qui est pourtant le marché le plus grand de carbone, c'est que en fait ça reste une institution humaine qui est soumise à des décisions politiques dans lesquelles il y a énormément de lobbies, et donc même là on a eu un changement cette année puisque on a commencé à programmer la sortie des quotas gratuits du système, sauf que ça va démarrer en 2026 jusqu'en 2034, enfin qu'à chaque fois on repousse les contraintes et on essaye de les aménager parce que ça génère beaucoup de
de lobbying et de résistance de la part d'un certain nombre de secteurs. Et ce qui est normal, mais il faut gérer cette délibération collective-là, effectivement, sur qu'est-ce qui est le plus important dans un monde où il faut essayer de réencastrer notre économie dans les limites. Est-ce que vous voulez tous parler, mais il y a plein de questions. Donc, bon, vas-y, puis je vais la faire circuler. On va en prendre 3-4 d'un coup, Gabriel. Ok. Du coup, merci pour les échanges, c'était hyper intéressant. Et comme l'a souligné Flore, il y a une question d'urgence quand même qui est très présente. Et du coup, on sait qu'il y a des réglementations qui se mettent en place, et malgré le fait que les lobbyistes la vident un peu de la substance, il y a par exemple la CSRD qui va arriver au niveau européen et qui va demander quand même des choses en plus. Mais on sait que les entreprises le respectent assez peu. Et du coup, est-ce que ça serait quelque chose de souhaitable, ou même possible aujourd'hui, d'avoir une sorte de retour, une sorte de police en charge de regarder si l'écologie est bien appliquée dans les entreprises? Est-ce que ça paraît quelque chose de... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a un livre qui va sortir sur les polices environnementales. Ça, c'est vraiment un point intéressant. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu aussi peu de gens qui vérifiaient en fait l'application des règles environnementales. Ça, c'est vraiment un truc. Au 19e siècle, il y avait plus de 30 ou 40 000 personnes, des cantonniers, qui vérifiaient la police de l'eau, ce que vous étiez en train de pêcher, les forêts, la chasse, etc. Ça a entièrement disparu. Je ne sais plus. Alors, c'est un livre donc, qui va sortir, qui est fait par 2 jeunes sociologues dont j'ai oublié le nom. Je suis vraiment désolé. Ils donnaient le chiffre qu'il y avait en gros un surveillant pour 2000 km de rivière, en gros, en France, sur la pêche. Bon. Donc, il n'y a aucun contrôle réel. Les seules personnes où il y a un contrôle, en fait, c'est les agriculteurs, d'une certaine manière, parce que comme ils sont de moins en moins nombreux, et qui gèrent une grande partie du territoire français, en fait, eux, ils ont encore une forme de contrôle. Et ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes de relations avec l'administration, d'ailleurs. Donc, effectivement, moi, je pense que la question de la police devrait être une question importante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas la poser. Pendant longtemps, les philosophes ont fait du grand blabla sur les grands principes. On va donner des droits à la nature, on va laisser les fleuves parler, etc. On n'a même pas regardé, en fait, l'application des normes existantes. Il y a un énorme corpus de droit environnemental qui n'est pas du tout respecté. Donc, évidemment, c'est ça un enjeu clé. Ça, je suis entièrement d'accord. Ouais, je fais double réponse. En fait, la fiscalité environnementale, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais et tu l'as répété aussi sur le court terme et le long terme. En fait, pour moi, la fiscalité environnementale, c'est vraiment un outil de court terme qui permet d'acheter la paix sociale. Il y a quand même un constat de voir là qu'on est face à une bombe sociale qui peut arriver, il y a l'inflation, il y a une énorme pression sur le pouvoir d'achat, etc. Et on voit des partis populistes monter en France et partout. Entre autres, là-dessus, on voit aussi une forme de défiance vis-à-vis de la transition écologique, de voir que justement, on va faire reposer le poids sur les consommateurs, etc. Je l'ai dit, mais en fait, il y a un vrai danger parce que ça fait monter l'extrême droite derrière, parce que on se dit, de toute façon, c'est que culpabilisant et je n'ai pas de pouvoir et de responsabilité d'agir là-dessus. Donc, d'inverser d'un point de vue de fiscalité environnementale ce logiciel-là à court terme, ça me semble presque vital pour pouvoir en fait enclencher un peu la transition, dégager des marges de manœuvre financières sans toucher à une très grande majorité de la population, etc. Et ensuite, la deuxième chose sur ce que tu dis, sur CSRD, toutes les directives, sur le marché carbone, en fait, je vais peut-être être très simpliste, mais il y a un truc qui me semble quand même évident si on faisait bien les choses, en termes de régulation et plus de long terme, ce serait tout simplement de dire, les multinationales, sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, dans le monde entier, pas que en Europe, pas que sur un marché carbone européen, qu'elles soient contraintes de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, je veux dire, la logique physique, c'est juste ça. Après, maintenant, on va me dire, oui, mais bon, c'est pas si facile de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une multinationale. Comment elle fait? Elle s'autofinance. Comment elle s'autofinance? En repensant le modèle de partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises. On a fait, juste en 2 mots et après j'ai terminé, on a fait une étude avec le BASIC, qui sont dans la salle, donc je fais une dédicace, et ils sont dans le comité scientifique ou d'orientation. On montre en 10 ans, sur le SBF 120, les 120 plus grandes entreprises françaises, en 10 ans, elles ont rétribué 2/3 de leurs profits aux actionnaires. Si on avait un tiers, et qu'il y a un tiers qui aille à l'investissement dans la transition écologique interne, on n'a pas besoin d'aller chercher l'argent ailleurs. En fait, les entreprises peuvent déjà enclencher une forme de transition qui doit s'accompagner d'une planification à côté. Mais je veux dire, rien que ce principe-là, si on a une contrainte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça va enclencher derrière toute une repensée du modèle économique et voilà, qui serait vertueux pour l'ensemble de la société. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. En vous écoutant, j'ai l'impression que finalement ce qui pêche, c'est pas tant le principe pollueur-payeur en tant que tel, mais plutôt ses modalités de mise en œuvre.
Et du coup, c'est là qu'on arrive sur des questions plus de lobbying, sur les modalités dont ce principe est mis en œuvre. Est-ce qu'on n'aurait pas le même problème avec tout autre type de réglementation, que ce soit des interdictions avec des sanctions, et comment est-ce qu'on contrôle, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, les contrôles, les sanctions. Donc ça, c'était la première question. Est-ce que c'est pas les modalités plus que le principe en tant que tel? Et la seconde, c'est est-ce que dans le principe pollueur-payeur, juridiquement, c'est censé prendre en compte aussi la prévention, et du coup, les industriels sont censés financer non seulement les pollutions, mais aussi la prévention de ces pollutions. C'est un aspect dont on a moins parlé, donc je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus aussi. Merci beaucoup. Je vais vous laisser réfléchir. Il y en avait une juste là, c'est ça? J'ai vu une main qui se levait juste là. Non, je vais prendre très rapidement la parole parce que je pense qu'on va être d'accord avec Oxfam. Je ne l'avais pas forcément formulé de la même façon. Mais effectivement, moi, ce que je constate, c'est que les 2/3 de la pollution viennent effectivement des lobbies. Il y a une autre façon, effectivement, de prendre les choses. Plus vite on arrêtera, effectivement, ce désastre, donc avec ce fort coefficient, plus vite on baissera ce coefficient, plus on se laissera de marge dans le temps, et plus on aura plus de temps, effectivement, pour réagir déjà. Et donc, ce sont des organismes, effectivement, autonomes, capables, effectivement, derrière, s'ils ont, je dirais, les contraintes et tous les garde-fous qui vont bien pour vérifier, effectivement, que ces contraintes seront effectivement maintenues, pour avoir, effectivement, un plan à court terme, enfin voilà, un plan avec déjà défini pour eux les différents degrés les différents pourcentages de décroissance de leur pollution. Et avec, vous parliez de répartition tout à l'heure, donc je parle effectivement de garde-fous quant aux retombées pour l'ensemble de la sociale, au niveau social, parce que c'est pas tout de dire à des lobbies, il faut vous polluer moins, ils sont capables de polluer moins, mais derrière, il y a effectivement tout l'aspect social, en ne parlant que de leurs employés ou ce genre de choses. Mais je pense que franchement, moi je trouve ça beaucoup plus sain, et ça permet effectivement derrière d'avoir des actions ciblées sur tout compte fait 1% de la population, quoi. Et je pense que l'accord sera plus facile à trouver au niveau mondial, justement parce qu'on leur laisse effectivement toute la latitude pour régler effectivement le problème et devoir rendre des comptes au niveau mondial, quoi. Enfin, je pense. Voilà. Alors, on en prend une dernière de la première salle d'ici. Merci pour ce sujet. C'est plus une question moins sur le carbone, en plus sur la REP. Étant responsable de la filière REP jouet, donc la filière de responsabilité élargie producteur, sur le jouet au sein d'un éco-organisme, un organisme agréé par l'État. Vous m'entendez? Oui. Un organisme agréé par l'État justement pour appliquer ce principe pollueur-payeur et faire en sorte qu'effectivement les fabricants distributeurs de jouets qui distribuent en France du jouet payent effectivement cette filière, et que notre rôle, nous, éco-organisme, pour compléter effectivement, mais le constat et la présentation étaient assez clairs de ce qu'a fait Flore. Le principe derrière, c'est que l'État fixe de la collecte, du réemploi, des objectifs de financement et des objectifs de résultat, sur lequel effectivement il y a une vraie, depuis la loi économie circulaire, il y a eu un vrai changement en termes de gouvernance, parce qu'avant c'était uniquement les producteurs qui étaient dans la gouvernance. Désormais, l'État est beaucoup plus présent, et y compris des ONG environnementales, y compris des collectivités, y compris effectivement des opérateurs de la prévention de déchets. On a effectivement beaucoup plus des barres beaucoup plus hautes que nous fixe l'État également sur la partie financement. Mais ce qui a changé, c'est que historiquement, on était uniquement sur plus de la compensation, c'est-à-dire qu'effectivement, le principe de la REP, c'était de rembourser du traitement de déchets qui n'était pas à la charge des entreprises. Et désormais, effectivement, c'est pas uniquement effectivement d'être sur du remboursement de déchets, mais de payer aussi de la réparation, payer aussi effectivement du réemploi. Par contre, ce sur quoi le constat il est clair, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas, ni nous, parce que la loi ne le fixe pas, ni peut-être l'État, la réduction de la production. Et effectivement, le principe de réduction de la production ou de sobriété de la production, il n'est pas fixé aujourd'hui aux éco-organismes, dans le principe de la filière REP. Et donc, il y a un vrai angle mort sur ce point-là. Et peut-être, moi, je suis intéressé effectivement de propositions Flore sur ce sujet-là, c'est comment faire en sorte, à mon sens, moi, c'est que la réglementation soit plus stricte. Est-ce que c'est rôle des REP de faire ça, ou est-ce que c'est rôle
dans la loi de l'État de le faire, de réduire la production. Et le deuxième point, et pour avoir la vision complète, effectivement sur la police, aujourd'hui, les éco-organismes dans le principe de REP font le travail de police des fois à la place de l'État. Hein. Aujourd'hui, effectivement, la loi fixe Amazon doit payer un principe de REP parce qu'ils vendent du jeu en France. Ils doivent être conformes. Aujourd'hui, ceux qui vont chercher Amazon bec et ongle, c'est nous les éco-organismes. Et même si effectivement on dit Amazon n'est pas conforme à l'État, l'État n'a pas les moyens ou ne met pas les moyens pour contrôler effectivement qu'un acteur de ce type-là soit conforme. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a aussi ça, c'est quels sont les moyens de police qu'on souhaite avoir côté État, car à défaut, c'est les éco-organismes qui le font. Alors tu peux commencer par répondre à celle-là. On prendra une deuxième salve de questions, je vous ai vu. En fait, je vais répondre à la fois à la première et à la dernière parce que ça se rejoint à mon sens. Parce que la première question, si je la reformule, c'était de savoir si finalement, en gros, ce qui pêche, c'est l'influence des lobbies. Que ce soit les instruments économiques ou que ce soit tout autre effort de politique environnementale, on aura toujours le même problème. Moi, je pense que ce qui est spécifique à ces mécanismes inspirés du principe pollueur-payeur, c'est qu'ils ont aussi une influence en termes d'équilibre dans le rapport de force entre les acteurs économiques et l'État notamment. En fait, c'est des mécanismes qui pour moi sont pas du tout neutres du point de vue de l'influence des acteurs économiques. Et le cas des REP en est quand même une bonne illustration, parce que les filières de responsabilité élargie du producteur, elles reposent donc sur l'existence d'éco-organismes qui sont administrés par les metteurs sur le marché. Alors certes, ils sont agréés par l'État, certes, il y a eu des réformes, comme vous le citiez à l'instant, mais là où je ne suis pas tout à fait en accord, c'est que pour moi, ces réformes, elles n'ont pas du tout ouvert la gouvernance des éco-organismes. Elles ont fait participer dans des comités de parties prenantes plus d'acteurs, mais ces comités de parties prenantes, ils sont purement consultatifs. Donc le conseil d'administration des éco-organismes, il reste composé de metteurs sur le marché, donc de producteurs. Bref, donc et le fait qu'on donne de plus en plus de missions aux éco-organismes, c'est effectivement un fait, y compris en termes de financement du réemploi, pour moi, ça pose la question de l'influence des metteurs sur le marché sur l'ensemble de la filière, l'ensemble des opérateurs, etc. Et c'est peut-être pas quelque chose qui est suffisamment débattu. Alors on voit le bon côté des choses, c'est-à-dire c'est bien d'en mettre plus, de demander plus aux éco-organismes de financer plus et de financer plus la prévention, etc. Mais quid de l'impact de ce pouvoir qu'on leur donne aussi. Et j'ai peut-être oublié la fin de votre question. Ah oui, et donc ça m'amène un peu à la réponse aussi sur l'articulation entre le rôle des éco-organismes et le rôle de l'État, et notamment sur le contrôle, sur la police. Effectivement, moi je suis pas sûre qu'on puisse confier aux éco-organismes le rôle de réduire la production, parce que c'est quand même très contradictoire avec les intérêts à l'heure actuelle de ceux qui composent ces éco-organismes. Et c'est pour moi, c'est pour ça qu'à mon sens, il ne faut pas que le rôle de l'État recule de réforme en réforme et d'année en année au profit des missions confiées aux éco-organismes, mais plutôt réfléchir à qu'est-ce qui doit être du périmètre de chacun. Et notamment en prenant en compte la question des conflits d'intérêts. Peut-être sur la première question, dans la question de madame, je ne sais pas Jean-Baptiste, si on a déjà eu un moment où on s'est vraiment posé la bonne question de quelle est la prévention. Je prends un exemple très simple. Chaque année, la dépollution des cours d'eau en France, ça coûte à peu près 6 milliards, nous disent les agences de l'eau. Il y a sans doute un certain nombre de responsables à identifier, mais clairement les premiers c'est la filière agricole, et dans la filière agricole, ceux qui émettent des intrants ultra azotés, évidemment ils ne payent pas à mesure de ce qu'ils devraient. Est-ce que ça on arrive à calculer? Est-ce qu'on a déjà vu une loi quelque part faire la balance entre les deux? Objectivement, je ne sais pas répondre à ta question, je préfère. Alors, je voulais en fait revenir sur Romer et Nordhaus. Le point intéressant, c'est qu'eux, ils sont pour le principe de pollueur-payeur. Ils sont pour la taxe carbone. Ils sont à fond pour. Parce qu'ils ont une confiance inouïe dans l'innovation. Et je crois qu'en fait, le vice de forme de cette affaire-là, c'est qu'en fait, on pense qu'avec les bonnes incitations, les entreprises vont innover pour produire sans émettre. Et je crois qu'en fait, il y a toute une série d'hypothèses très, très hardies, en fait, quand on pense que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que, il n'est pas du tout dit que...
on puisse en fait, je sais pas, produire tout un tas de choses sans émettre du CO2. Moi je crois qu'il faut vraiment repartir des fondements matériels de la production et arrêter de se focaliser sur les instruments. Ce qui compte au fond, c'est le niveau de production fondamentalement. Ce qui est vraiment linéaire à nos émissions de CO2, c'est quand même le PNB, quoi. Donc je pense très, très sincèrement que... Oui, Bruno Le Maire n'est pas d'accord. Mais... Non, mais il se trompe, enfin, j'y peux rien. Enfin, voilà, je veux dire, il peut raconter n'importe quoi, mais c'est pas comme si on peut vraiment discuter de ça, quoi. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'avec cette idée que si on avait 60 milliards d'euros avec le plan Pisani-Ferry, on décarbonerait l'économie française, c'est en fait des illusions. C'est des choses qui n'ont aucune réalité. Vous pouvez avoir autant de milliards d'euros que vous voulez, vous n'allez pas décarboner l'acier, le ciment, le plastique. L'agriculture, c'est très compliqué en vérité. Les engrais sans gaz, c'est compliqué. Je crois qu'il faut repartir de ces trucs de base en fait. Et une fois qu'on part de ces trucs de base, on se dit le niveau de production, c'est quand même un facteur clé. Et si le niveau de production, c'est un facteur clé, le deuxième facteur clé tout de suite, c'est la répartition. Voilà, moi j'ai l'impression que quand on pose les choses d'un point de vue matériel, on est quand même plus capable de saisir à mon avis, les paramètres vraiment importants. Après, je comprends qu'en termes de politique publique, on n'est pas équipé pour faire ce genre d'arbitrage politique-là. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Mais tant qu'on n'a pas compris que vraiment, il n'y aura pas d'innovation extraordinaire, Bernard Arnault pourrait investir tout ce qu'il veut dans, je ne sais pas moi, certains dispositifs technologiques pour faire que ces sacs ne polluent pas, il aura beaucoup de mal, en fait, concrètement, à faire ça. On émettra toujours du CO2, on polluera toujours quand on produit des sacs. C'est inévitable, même avec toute la meilleure volonté du monde que vous voulez. Non, du coup, j'ai une question en lien avec ce que vous venez d'expliquer. Je trouve que vu qu'on a ce désir d'aller vers une transition écologique, je trouve que c'est dommage parfois de centrer le débat un peu trop autour de la question climatique et pas forcément environnementale. Parce que du coup, qui dit climatique dit émissions, donc CO2. Et donc, du coup, les décisions qui sont prises sont souvent liées aux émissions de CO2. Ça peut faire sens parfois, mais ça ne fait pas tout le temps sens. Quand on voit en fait des entreprises qui produisent des engrais chimiques qui vont aller pitcher dans toutes les écoles de commerce et d'ingé, qui sont super fiers d'avoir atteint le zéro carbone émission, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils produisent des engrais chimiques. Et donc, du coup, en fait, des fois, c'est un peu... Je dis pas qu'il ne faut pas réduire les émissions. C'est très bien de les réduire. Mais si on fait attention qu'à ça, du coup, les entreprises vont toujours utiliser ce levier-là pour dire, nous, regardez, on a réduit nos émissions. Mais elles n'ont pas fait ce qu'il y avait de plus important à faire dans l'activité qu'elles gèrent. Donc ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est que quand on regarde en détail de comment elles font pour réduire les émissions, voilà. Là, on se rend compte que, c'est génial, parce que pour moi, j'ai l'impression que cette histoire d'émissions, c'est super pour les entreprises, parce qu'elles ont des équipes d'ingénieurs qui adorent ça, les Excel, les calculs, les modèles. Donc ça fait bien travailler leur cerveau, mais je trouve que ça ne résout pas forcément le problème. Donc du coup, si on fait ce travail-là de transition écologique, pourquoi apporter sur le plateau que la question du CO2 et ne pas vraiment aller dans le fond du problème de la crise environnementale et pas que climatique? On prend deux autres, trois autres même. Moi, j'ai une question très simple. En fait, on parle aujourd'hui de réindustrialisation de la France. Et du coup, concrètement, est-ce qu'il y a des normes qui vont être mises en place de comment est-ce qu'on va mettre les PME et on va les faire grandir et les instaurer pour qu'ils produisent des produits de qualité avec des productions assez réduites ou comme disait la personne qui travaille dans les jouets, comment on fait pour réguler le niveau de production? Est-ce que ça a été mis en place, des choses comme ça? Voilà, c'est une question. Je ne comprends pas tout à fait pourquoi dans le débat on propose la réduction d'intensité carbone de la production et la réduction de la production comme deux alternatives entre lesquelles il faudrait choisir. C'est clair que le discours dominant de dire on va juste
avec des miracles technologiques, réduire l'intensité carbone de la production, ça ne tient pas debout. Mais d'autre côté, de dire on va juste réduire la production avec la même intensité carbone par produit ou par euro de BIP, clairement ça ne tient pas debout non plus. Si on réduit le BIP par 50%, c'est astronomique, c'est énorme et c'est clairement pas assez. Il y avait, il y a un an à peu près, il y avait un article d'un des ténors des Républicains dans Le Monde qui disent de réduire la production carbone par la décroissance, ce sera donc la catastrophe. Et j'ai trouvé cet article très idiot parce qu'il argumentait juste pour une réduction de la production ou l'impact d'une réduction de la production sans priorisation entre des activités polluantes et pas polluantes et à intensité carbone égale. Mais finalement, ce soir, j'ai l'impression de presque entendre le même discours. Clairement, il faut produire moins, mais il ne faut pas non plus penser que de produire moins de la même façon et avec la même technologie qu'aujourd'hui pour nous sauver non plus. Bonsoir. C'est plus une contribution. Donc je m'appelle Christophe Alliot, pour dire d'où je parle, et du coup je travaille au BASIC. Auquel faisait référence Alexandre. 3 choses. Premièrement, on a travaillé il y a quelques années sur la filière REP des déchets électriques et électroniques, qui je pense avait déjà beaucoup des ingrédients, même si ça date d'avant la réforme actuelle, dont vous parlez sur la filière jouets. Les choses étaient assez claires, hein. Les ONG environnementales et beaucoup de parties prenantes ne pouvaient pas suivre la technicité des travaux. Les entreprises pouvaient envoyer 15 personnes à temps plein et le reste des parties prenantes étaient totalement dépassées par les événements. C'est des choses, c'est pas pour jeter la filière REP, mais pour être très clair sur les limites qu'il y avait là-dessus. Et deuxièmement, de toute façon, même si on change la gouvernance, le problème est que dans pollueur-payeur, ça n'a peut-être pas été évoqué comme ça, mais il y a un enjeu aussi de taxation pour capter de l'argent pour en faire quelque chose. Les filières REP sont construites pour faire des filières de recyclage. Elles sont par nature antinomiques avec le fait de réduire la production. Parce que justement, il faut capter de l'argent pour faire du recyclage ou alors inciter au réemploi, etc. Et donc on peut pas, c'est impossible, à moins d'être totalement schizophrène, de dire bah tiens, on va capter de moins en moins d'argent avec le temps. Donc il y a quand même des problèmes un peu de fond dont parlait Flore qu'il faut certainement creuser plus loin, les mettre en visibilité et avoir un débat démocratique là-dessus. Deuxièmement, je vais revenir sur le point qui a été, puisque tu demandais sur la pollution de l'eau. 6 milliards, qu'est-ce que ça donne, etc. Allons-y, agriculture, on travaille beaucoup là-dessus. Taxons les 2 sources principales, engrais azotés, pesticides. Le problème, hélas pour nous tous, c'est que les pesticides, ça coûte pas cher, donc on peut y aller, hein. On peut taxer, on peut leur imputer le prix. Et de toute façon, les rapports sont assez clairs et convergents. Changer de monde et arrêter ces dégradations, c'est changer de modèle agricole. Et c'est pour rebondir sur ce que disait l'un des intervenants, changer de système, c'est pas juste taxer un peu et penser que on va venir changer les pratiques avec ça. C'est pas avec un peu de pesticides un peu plus verts et des engrais un peu plus verts qu'on change le problème. Et là où je suis pas d'accord avec le fait avec le point qui a été dit juste avant, de produire moins, si c'est pareil, ça marche pas. Mais en fait, on vit dans un monde d'accélération et de produire toujours plus. C'est bien pour ça que la décroissance physique pose problème. Je parle de décroissance physique là. À l'intégralité des acteurs économiques. C'est nier totalement le système qui a été construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien pour ça que c'est un totem, en fait. Et que c'est un totem de croyance qu'il faut arriver à mettre sur la place publique et discuter. Parce que notre monde qui est fini ne peut pas vivre avec une croissance infinie sur laquelle on est assise. Et donc oui, bien sûr que la décroissance physique de ce qu'on produit et donc de ce qu'on consomme va devoir changer l'intégralité du modèle. Et pour finir sur un peu ce que disait Mathilde tout à l'heure, il y a quand même de caps. On parlait de craquer le système. C'est certes un peu utopique, mais il y a quand même des expérimentations en cours. Il y a un enseignant-chercheur de Dauphine et d'AgroParisTech qui travaille sur un système de comptabilité différent. Alors ça prendrait, par rapport à ce que disait Alexandre, le cran d'après. En fait, il y a potentiellement d'abord l'ISF climat. Mais lui, ce qu'il réfléchit, c'est que on impose des normes techniques à toute entreprise et tout acteur, les limites physiques de la planète qui ne sont pas que climatiques, qui sont aussi en termes de biodiversité, de qualité de l'eau, de l'air, etc. Et à partir de là, on oblige les entreprises à passer en amortissement, c'est-à-dire à ne pas dépenser de l'argent
qu'ils devraient mettre sur la table pour arrêter la dégradation. Et donc on leur dit, voilà, ça coûte tant de milliards pour vous, et ben on vous empêche d'utiliser cet argent pour continuer à développer votre entreprise. Vous devez le mettre de côté, comme vous le faites pour remplacer vos machines, pour plein d'autres choses. Et ça, les normes comptables internationales savent très bien le faire côté économie, mais pas du tout côté environnemental et social. Et ça changerait tout. En partie, si on arrivait à l'imposer, parce que ça veut dire que les entreprises seraient déficitaires du jour au lendemain, parce qu'elles seraient plus bénéficiaires, parce que cet argent, elles ne peuvent plus le dépenser pour faire des choses. Et donc là, tout d'un coup, tous les indicateurs changent. Alors ça reste utopique, c'est que des petites expérimentations aujourd'hui, mais c'est loin d'être inintéressant. Donc tu fais référence à Alexandre Rambaud, j'imagine. Ça tombe bien parce que c'était l'un des intervenants de notre événement d'octobre. Et je vous invite à aller voir sur le site de l'Observatoire, opopa.org, parce que la vidéo de sa conférence est disponible. Open bar pour répondre. Non, mais sur certains des points qui ont été donnés, je pense qu'effectivement, il ne faut pas réduire la question environnementale à la question climatique. Et d'ailleurs, dans le Green Deal européen, si on s'en tient juste aux objectifs qui étaient annoncés, c'était des objectifs très ambitieux, parce qu'il y a à la fois la neutralité carbone d'ici 2050, mais il y avait aussi le fait d'avoir un modèle économique dissocié, dont la croissance serait dissociée de l'utilisation des ressources. Et là, c'est tout un programme. Et si on regarde, par exemple, les travaux de l'Agence européenne de l'environnement, qui a produit une petite note qui s'appelait « La croissance sans croissance », justement, qui essayait de montrer où on en était dans le découplage entre la production économique et à la fois les émissions de carbone et le reste de l'empreinte matérielle de notre économie, on voit qu'on a un découplage relatif en termes d'émissions. Mais par contre, sur l'empreinte matérielle, on est sur des courbes qui restent complètement corrélées. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et bon, j'espère que ça restera l'ADN de la prochaine commission. C'est loin d'être gagné. Et même avec cet ADN-là de ce programme du Green Deal, on voit qu'après, dans la mise en œuvre, c'est très difficile. Et l'autre chose que je voulais dire aussi sur les entreprises, avoir des entreprises qui aujourd'hui se revendiquent de la neutralité carbone, l'ADEME elle-même l'a dit, ça n'a aucun sens. On ne peut pas calculer de neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise. La neutralité carbone, c'est à l'échelle au moins d'un pays, mais normalement à l'échelle de la Terre. Et qu'en réalité, souvent, si on rentre dans ce qui a été fait par l'entreprise, il y a souvent une très très forte partie de compensation dans l'atteinte de ces objectifs de neutralité. Donc, à l'échelle cumulée, ça ne marche pas. Si tout le monde compense autant, on n'y arrive pas. Donc, attention quand même, toutes les entreprises qui disent c'est bon, on aurait résolu la question, en réalité, on est souvent encore loin du bout du chemin. Je vais juste revenir sur cette affaire de découplage parce que c'est vraiment un sophisme. C'est-à-dire, effectivement, alors, depuis les années 80, il faut émettre 2 fois moins de CO2 pour produire $1 de PNB maintenant qu'en 1980. Donc on se dit, ouais, super, il y a un super découplage. Mais en fait, c'est une abstraction. Ça ne reflète pas du tout ce qui se passe dans le monde de la production matérielle. Ça mesure en fait l'augmentation de la croissance des services dans l'économie mondiale. Mais de fait, dans l'économie mondiale, quand on y réfléchit 5 minutes, depuis les années 80, on est plus dépendant des fossiles qu'avant. Dans l'agriculture, dans le monde entier, il y a plus de tracteurs, il y a plus d'engrais. Dans les bâtiments, dans les années 80, il y avait encore des milliards de gens sur la planète qui habitaient dans du bambou et du pisé. L'urbanisation dans les pays pauvres, c'est le passage du bambou et du pisé au béton, au parpaing. C'est une intensification, vous voyez, du CO2 dans un truc très important qui est la construction et l'habitat. Et on pourrait multiplier les exemples. La globalisation économique, l'extension des chaînes de valeur, ce qui fait que n'importe quel composant maintenant a besoin d'être produit dans plein de pays différents parce que les entreprises sont extrêmement compliquées et spécifiques dans un domaine particulier. Ça augmente l'importance du pétrole dans l'économie mondiale puisque les pièces circulent beaucoup plus. Donc vraiment, cette affaire de découplage est une vue de l'esprit qui repose sur une vision très abstraite, un rapport entre émissions de CO2 et PNB. Mais ça ne reflète pas du tout ce qui se passe dans le monde de la production matérielle. Pour finir sur cette affaire-là, il y a plein de secteurs où on a au contraire une intensification du CO2. Le ciment, par exemple, est plus intense en carbone maintenant qu'en 1990, par exemple, parce qu'on fait du ciment de meilleure qualité. L'acier, c'est stable depuis les années 90. Il n'y a pas eu de baisse de l'intensité carbone de la production de l'acier à l'échelle mondiale.
Voilà. Donc vraiment, et puis après, il y a un autre problème, c'est que les ressources, par exemple en métallurgie, elles sont de plus en plus de moins bonne qualité, puisqu'on tape dans des ressources où c'est moins concentré, et donc il faut plus d'énergie, plus de fossiles pour produire une tonne de cuivre ou je ne sais quoi. Voyez, donc vraiment, cette vision un peu bénie, béate, que oui, il y a une tendance vers la décarbonation, non, en fait, si on regarde les processus matériels en tant que tels, c'est pas le cas. Voilà. Il y a une chose où il y a une tendance à la décarbonation, et c'est une bonne nouvelle, c'est l'électricité. Là, c'est vrai, grâce aux panneaux solaires et aux renouvelables, mais plus aux panneaux solaires qu'aux renouvelables, on peut produire l'électricité, plus d'électricité avec moins de CO2. Mais l'électricité, c'est que 40% du problème. Voilà. C'est 40% des émissions mondiales. Et 40% de l'électricité est déjà décarbonée. Alors on arrive à l'épuisement des ressources techniques que nous alloue l'Académie du climat. Et donc on va remercier évidemment les équipes qui nous ont organiser cette captation. Merci beaucoup aux intervenants et à vous qui étiez interpellés. On va pouvoir continuer autour d'un verre. Peut-être juste, Flore, le mot de la toute fin, un remerciement quelconque ou autre. Oui, non, mais merci à tous et notamment à Mathilde, Alexandre et Jean-Baptiste qui nous ont consacré leur soirée. Merci beaucoup et puis à tout de suite pour échanger.